C'est quelqu'un qui est hanté par la mort, qui effectivement est né avec presque la mort de sa mère et qui elle-même va perdre ses enfants. Il joue avec une petite fille au bord d'un lac où ils s'échangent des fleurs. Ils jettent des fleurs dans l'eau tous les deux. Et la créature, pensant que la petite fille flotte aussi, il la jette dans l'eau et il provoque sa mort par accident. Il a essayé de ressusciter quelqu'un, Et il a tué quelqu'un mais d'autre. il a tué quelqu'un d'autre finalement. Bonjour à tous et bienvenue dans Passionné, le podcast dans lequel la passion est au cœur des discussions. Et aujourd'hui, je reçois Fabien Moreau, je suis auteur de Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise, et Ichiro Honda, Humanisme monstre. Vous pouvez également me lire dans Rokirama, Otomo, Mad Movies et Metal Hurlant. Et je suis également intervenant dans des bonus Blu-ray. Voilà, les sorties physiques. Fabien, merci d'avoir accepté. Est-ce qu'on peut se tutoyer pendant ce podcast ? Merci encore d'être venu. Merci pour ton invitation surtout. Ça me fait très très plaisir. Ensemble, on va parler du coup d'une légende de la science-fiction, une légende de la pop culture, même j'ai envie de dire aujourd'hui, puisqu'on va parler de Frankenstein. Et avant d'entrer dans les détails, je voulais qu'on mette fin, et j'ai fait le test autour de moi, à une idée reçue, une fausse idée. Quand on parle de Frankenstein, souvent on pense à la créature, sauf qu'en fait Frankenstein, c'est pas du tout la créature. Ah oui, c'est le scientifique qui met au point cette créature à base de différents cadavres, mais le mythe Frankenstein finalement englobe les deux, le créateur et la créature. Comment toi t'en es arrivé à apprécier ce personnage ? Est-ce que tu l'as découvert d'abord via les films ou via le roman de Mary Shelley ? Comment t'as rencontré Frankenstein, la créature de Frankenstein ? Ça s'est fait par étapes. Je pense qu'il y avait beaucoup de traces de ce personnage dans des séries ou des dessins animés qu'on pouvait voir étant jeune. Je me souviens de séries Super Sentai ou de Power Rangers, on pouvait voir des itérations de la créature de Frankenstein. Dans Dragon Ball, donc on a le Franky numéro 8. Et puis, je me souviens dans le jeu Duke Nukem 3D, il y avait Castle Dukenstein, qui était un niveau dans lequel on pouvait aller affronter les autres personnages. Et puis ensuite, je commençais à m'y intéresser vers 12-13 ans. J'avais vu des documentaires sur Mary Shelley, sur les différentes adaptations cinématographiques. Et oui, en 98, donc je vois pour la première fois Frankenstein s'est échappé. On en reparlera, qui est le premier film des productions Hammer, qui était une réinvention du personnage, donc en 1957 en couleur. Puis dans la foulée, je lis le roman de Mary Shelley et quelques temps après, je vois les tout premiers films de la Universal, donc les films de James Whale, Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, et le troisième film, le fils de Frankenstein. Et dans la foulée, je vois le film de Kenneth Branagh avec Robert De Niro qui a été réalisé, lui, en 1994. Tu as dit une chose qui me fait très très plaisir. Tu as parlé des Sentai et de Power Rangers. Moi, je suis génération Power Rangers. Je sais que pour les plus anciens, ça va être les autres adaptations avant. Moi, j'ai grandi avec la version américaine, on va dire, des Sentai avec Power Rangers. Et c'est une rêve qui me fait très très plaisir. Il y avait même une ref dans Power Rangers Zeo où il y avait Adam qui était transporté dans un film en noir et blanc. C'était un hommage au film de crossover de la Universal des années 40. Frankenstein, comme on le disait, c'est le nom de la créature et non pas... Frankenstein, voilà. Mais moi, j'ai fait le lapsus. On s'y perd. On s'y perd. Frankenstein, du coup, c'est le nom du scientifique qui va mener cette expérience pour arriver finalement à la créature. Et derrière cette histoire, on ne le sait pas forcément parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Frankenstein, on pense bien évidemment aux films, aux nombreuses adaptations qu'il y a eu sur le personnage. Mais derrière tout ça, il y a une jeune femme qui a écrit cette histoire au 19e siècle. Une très jeune femme, même à moins de 20 ans ou 20 ans, je dirais. Elle avait 17-18 ans à l'époque. Donc très très jeune. Et surtout, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que là, de prime abord, quand je vais le dire, on va me prendre un petit peu pour un fou, on va me dire mais de quoi il parle. L'histoire part quand même d'une éruption volcanique dans un autre pays, sur un autre continent même, pour aboutir à la création de Frankenstein. Est-ce que tu peux nous raconter cette folle histoire de la création du roman de Mary Shelley ? On aime bien souvent dire que les monstres sont liés aux catastrophes naturelles, et c'est vrai que indirectement ou directement, le mythe de Frankenstein prend sa source dans la fameuse éruption du Tambora, qui est un volcan en Indonésie,
qui est entrée en éruption en 1815. Donc c'était vraiment une catastrophe naturelle de très très grande ampleur. Je crois qu'il y avait eu au total entre 100 000 et 200 000 victimes. C'était vraiment quelque chose de très très impressionnant, qui est vraiment quelque chose de cataclysmique. Et en fait, l'impact de cette catastrophe naturelle a été tel que ça a impacté sur le climat d'une certaine partie du globe. En fait, ça a affecté le ciel, ça a affecté les éléments, c'est arrivé jusqu'en Europe, jusqu'à ce fameux été 1816 qui a été un été perdu, c'est-à-dire un été sans cesse pluvieux. Et on appelle ça même l'année sans été. L'année sans été. Et en fait, cette éruption, vraiment l'esthétique, on va dire, du climat apporté par cette éruption a influencé la littérature et la peinture de l'époque, notamment les peintres romantiques comme Friedrich ou Turner. Et du coup, de cette année sans été, va aboutir la création du roman de Mary Shelley, puisque c'est 4 ou 5 amis finalement qui vont se retrouver au bord d'un lac dans cette villa et ils vont amuser à se faire peur en se racontant des histoires. Et je te laisse nous raconter la suite. Oui, il faut savoir qu'à cette époque, Mary Godwin, parce qu'elle ne s'appelle pas encore Mary Shelley à cette époque-là, entretient une relation avec le poète Percy Shelley. Donc c'est une relation adultère en ce qui le concerne. Et donc, ils sont en Suisse et donc ils vont rejoindre leurs amis, notamment Lord Byron, le célèbre poète. Le temps d'une semaine, ils y restent quelques jours. Donc il y a Lord Byron, il y a son médecin John Polidori, Claire Claremont, la sœur de Mary Godwin, et Percy Shelley. Et un soir, lors d'une nuit particulièrement maussade, orageuse, ils vont se lancer un défi. Ils vont simplement inventer des histoires d'horreur. Et donc à tour de rôle, ils vont devoir chacun exprimer des histoires fantastiques, des histoires de fantômes. John Polidori, lui, va arriver avec l'histoire qui s'appelle Le Vampire, qui sera la matrice de ce qui deviendra plusieurs décennies plus tard Dracula, tout simplement. Oui, donc on pense que Bram Stoker est le premier à avoir écrit cette histoire, sauf que Polidori, du coup, ce que tu dis, avait déjà écrit une première histoire sur ce vampire. Ça va aller de mutation en mutation. Il y aura Carmilla aussi de Joseph Le Fagnou. Et Mary Godwin, future Mary Shelley, arrive avec cette histoire de Frankenstein, mais en fait, elle récite en fait le chapitre de la création. C'est de là dont tout part. Voilà. Mais c'est nourri de plein d'autres choses. Oui, c'est ça dont je voulais parler. C'était, est-ce que c'est une vision? Je sais que j'ai lu, par exemple, qu'elle avait fait un rêve qui lui aurait un peu inspiré l'histoire, mais d'où lui viennent toutes ces inspirations qui l'ont poussé à écrire cette histoire, qui est quand même assez marquante. Il y a énormément de thèmes, on va en parler tout à l'heure, mais d'où lui viennent principalement ces inspirations? Est-ce que ça vient du fait qu'elle ait perdu un enfant, le côté de vouloir ressusciter quelqu'un de mort? On sait qu'elle est aussi malheureusement à la base de la mort de sa propre mère. Donc d'où viennent un petit peu ces inspirations? C'est vrai que la mort, c'est pas théorique chez Mary Godwin, donc je vais l'appeler Mary Shelley, comme ça ce sera plus facile au début, puisque c'est vrai qu'elle a perdu sa mère au bout de 11 jours. En fait, la grossesse s'est très très mal passée, sa mère est morte quelques jours après, notamment le médecin l'a très très maltraitée, donc du coup déjà tu perds ta mère en naissant, donc c'est un acte traumatique majeur. En plus de ça, il faut quand même aussi saluer ses parents, Mary Shelley, donc son père Godwin, lui c'était vraiment quelqu'un adepte de la philosophie utilitariste, c'était même quelqu'un de très anarchiste, vraiment. Et la mère de Mary, donc Mary Wollstonecraft, c'était vraiment une grande dame du féminisme, c'était quelqu'un qui se battait pour le droit des femmes. On pourrait avoir l'idée qu'à cette époque-là, les femmes n'étaient pas forcément très instruites, n'avaient pas accès à plein de choses, sauf que Mary Shelley, c'est pas le cas du tout. Tout à fait. Et du coup, avec être le fruit de ces deux parents-là, ça ne peut donner qu'un esprit éclairé. Bon, et puis de toute façon, elle fréquente Shelley, donc du coup, ça va entériner le fait qu'elle va se consacrer à la littérature et marquer son temps. Et oui, effectivement, donc il y a cette naissance traumatique, et puis effectivement, elle avait perdu aussi un enfant. C'est une petite fille, je crois même, mais de toute façon, elle va perdre plusieurs enfants tout au long de sa vie, je crois 3 ou 4. Donc finalement, c'est quelqu'un qui perdre son mari aussi. Qui est décédé en 1822, parce que en cet été 1816, ils sont pas encore mariés, mais la femme de Percy Shelley va se suicider. Ils vont se marier quelques temps plus tard, alors qu'elle a même pas 20 ans encore mariée. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est hanté par la mort,
qui effectivement est née avec presque la mort de sa mère et qui elle-même va perdre ses enfants. Donc c'est vrai que l'idée d'un personnage masculin qui va créer la vie artificiellement, c'est tout à fait cohérent que ça vienne de cette personne-là, même si elle va être aussi influencée par la Révolution française dans le contexte politique et aussi de toutes les avancées en médecine, Oui. le galvanisme, l'alchimie. Voilà, c'est dans le courant de l'époque. Ouais. Justement, tu parlais du galvanisme. Moi, j'ai appris justement que ce mot-là était tiré de la Galvani. personne de Galvani. Voilà, Bien sûr. je ne savais absolument pas en faisant les recherches pour le podcast. J'ai vu justement que le galvanisme venait de cet homme, de ce scientifique, qui a du coup lui-même fait des expériences autour de l'électricité, parce qu'on va voir que Tout à fait. à cette époque-là, l'électricité, c'est quelque chose d'hyper important. Il y a plein d'avancées via l'électricité, et notamment ce Galvani, qui va montrer que grâce à l'électricité, il va réussir à faire bouger le corps d'une grenouille. J'avais vu du coup Galvani, mais j'ai vu aussi d'autres personnes. Je pense notamment à Giovanni Aldini, un autre personnage peut-être qui a inspiré Mary Shelley, ou même encore John Conrad Dippel, qui lui a vécu au château de Frankenstein. Ça s'invente pas. Exactement. La pierre des francs. Et est-ce que du coup tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur notamment ces expériences qui avaient choqué à l'époque? Je crois que c'est Aldini qui a été le plus loin, si je dis pas de bêtises, où lui a vraiment essayé de ressusciter une personne qui est morte il a récupéré le corps d'une personne morte récemment, et en essayant de lui apporter de l'électricité, n'a pas réussi, bien évidemment, mais a surtout entraîné la mort d'une autre personne dans l'audience. Alors, je ne suis pas expert sur ces scientifiques-là, mais je me souviens d'un documentaire qui s'appelait les légendes de l'horreur, qui reconstituait un peu cette expérience-là. Mais bon, j'imagine qu'il a dû se prendre toute la communauté scientifique et cléricale sur le dos, parce que c'est fondamentalement contre nature, encore plus dans les canons de l'époque. Oui, ce que je trouvais marrant, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais c'est qu'en fait, il a essayé de ressusciter quelqu'un, Et il a tué quelqu'un mais il d'autre. a tué quelqu'un d'autre finalement. Donc C'est assez ironique. c'était assez ironique. Moi, j'avais une question par rapport au roman, encore une fois, et à Mary Shelley, parce qu'on sait que la première fois, il va sortir anonymement. Ouais. On va pas savoir de qui est ce roman-là. Mais est-ce que tu as une idée de quels étaient les retours critiques à l'époque? Est-ce que c'est un succès fulgurant tout de suite? Est-ce que les gens se disent mais c'est n'importe quoi ce qui est écrit dans ce livre? Est-ce que tu sais un petit peu C'est un succès notable. Le livre est remarqué, mais effectivement, il a été publié anonymement et surtout en 3 volumes. Ce qui devait coûter quand même assez cher à l'époque, avec une reliure, je crois, rouge ou marron. Et effectivement, on avait attribué la paternité du livre à un moment donné à Percy Shelley. On s'est dit, c'est peut-être lui. Mais finalement, le livre va avoir de plus en plus d'importance, puisqu'il y a un critique à l'époque qui avait dit, pour un homme, c'est bien. Pour une femme, c'est extraordinaire. Donc, on commençait à soupçonner le fait que c'est potentiellement une femme qui aurait écrit ce livre. Et il faut savoir que l'ouvrage a été republié en 1823, donc Frankenstein ou le Prométhée moderne, cette fois dans une édition totalement reliée, avec Mary Shelley, puisque entre-temps elle s'est mariée avec Percy Shelley en tant qu'autrice, donc Mary Wollstonecraft Shelley, reconnue en tant qu'autrice. Je prends un peu d'avance, mais la même année, en 1823, c'est l'année de la toute première adaptation en théâtre, qui s'appelle Présomption ou Le destin de Frankenstein. Et la version finale du roman va être publiée en 1831. Donc Voilà. après cette première adaptation, donc c'est quand même une œuvre qui va marquer, puisque si elle est rapidement adaptée comme ça, c'est que ça a quand même fait du bruit à l'époque. Tu parlais à l'instant du sous-titre, j'ai envie de dire, du roman, qui est du coup Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et donc Prométhée, c'est un titan qui a défié Zeus en volant le feu sacré pour l'offrir aux humains, et qui va être ensuite puni pour ça en faisant dévorer le foie, si je dis pas de bêtises. Cette idée de Prométhée, finalement, elle colle très très bien au roman, puisque c'est ce Victor Frankenstein-là qui va jouer à Dieu, finalement, en essayant de recréer la vie. Il y a plein de thèmes hyper intéressants dans le bouquin. Il y a notamment ce thème-là mythologique, on va dire, mais il y a aussi la mort, la relation père-fils, notamment. La responsabilité parentale. Qui est exactement, la responsabilité parentale, puisque en voyant sa créature, Victor va complètement la rejeter. Moi, en fait, ce qui me fascine, c'est de me dire que
tu disais 17 ans, 16, 17 Ouais, 18 ans. 18 ans. 18 ans, ouais. Comment une jeune femme de 18 ans arrive à écrire un roman qui, avec autant de thèmes abordés, aussi forts, et qui résonne encore aujourd'hui? Quand on lit le livre, on se rend compte qu'elle donne une grande place, aux descriptions des environnements. Donc je pense que c'est déjà un livre qui est nourri de ses expériences personnelles en Angleterre, au Royaume-Uni, puisqu'il y a toute une partie du livre qui se déroule en Angleterre, puis en Écosse et en Irlande. Mais surtout, vu qu'elle a beaucoup visité la Suisse, le livre donne vraiment une grande part à cette espèce d'immensité suisse, que ce soit les plaines, les vallons, les montagnes, les lacs. Donc du coup, la place de la nature est prépondérante au sein du livre. Même il y a toute une portion au début et à la fin qui se déroule en Arctique. Et c'est intéressant de voir à quel point Frankenstein et sa créature s'intègrent dans ces paysages naturels. Puisqu'il y a des phases dans le livre où Frankenstein a besoin de méditer, réfléchir, donc il prend sa barque, son petit bateau, et il va méditer au bord d'un lac. Et on suit la créature dans la découverte du monde, mais la découverte des animaux, des arbres, des baies. Cette créature va se nourrir de baies. Voilà, c'est presque le premier monstre vegan avant l'heure. Voilà, et il dit même, moi je n'ai pas besoin de tuer des animaux, je me nourris exclusivement de baies. Et finalement, les éléments très hardware qu'on va ensuite prêter à l'histoire, c'est-à-dire le laboratoire, l'appareillage, l'électricité, les explosions, tout ça, c'est quasiment absent dans le bouquin. C'est pas du tout ce qui intéresse Mary Shelley. Et puis finalement, toute la dimension transgression divine, c'est pas du tout au centre du récit. Je ne me souviens pas, là j'ai relu le livre récemment et je ne me souviens pas avoir vu Dieu mentionné. Oui, En tout cas, c'est pas quelque chose. Frankenstein ne fait pas ça pour, on va dire, contrecarrer les plans divins, pardon. C'est plutôt la curiosité scientifique, l'impulsion scientifique qui va de pair avec tous les inventeurs scientifiques qu'on a évoqués, qui le stimule et qui le pousse aussi à créer cet être artificiel, mais aussi, comme Mary Shelley, Frankenstein, donc Victor Frankenstein perd sa maman lorsqu'il est très jeune. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de parallèles. On parlait, la mort est très présente également dans ce bouquin, puisqu'au départ, Frankenstein, du moins la créature de Frankenstein, c'est finalement un bébé dans un corps d'adulte. C'est un être neuf, voilà, pur. Exactement. Et qui va malheureusement vriller quand il va se rendre compte que il n'est pas accepté à la fois par son père, mais également par les gens qui ont peur de lui, et qui va du coup faire les atrocités qu'il va faire finalement dans le livre. Mais la grande question finalement de ce bouquin-là, et je pense que c'est aussi ce que voulait montrer Mary Shelley, c'est qui est le véritable monstre finalement. Est-ce que c'est cet être qui n'a rien demandé qu'on va faire naître finalement de manière artificielle en recomposant plein de cadavres, ou est-ce que c'est la personne qui l'a mise au monde et qui l'abandonne ensuite? C'est intéressant parce que dès lors que cette créature vient au monde, Frankenstein la rejette, puis va la diaboliser. Et cette créature, comme elle le dit, j'ai des émotions, mais je ne sais pas quoi en faire, en fait. Donc ça fait que cette créature, va tuer des gens, je pense par accident, mais surtout par vengeance. Vraiment, cette créature a en elle une haine, une force de rage qui l'anime. Donc d'ailleurs, elle va tuer le petit frère de Frankenstein, William, par pure haine, parce qu'il a entendu le nom de son créateur qu'il a rejeté. Et en même temps, cette créature apprend la force de l'amour en observant cette famille qui vit dans une petite maison. Il observe cette famille qui va casser ses occupations, qui affronte l'hiver très dur. Et donc au sein de cette famille, on a un vieux monsieur, un vieil aveugle, et la créature va se lier le temps d'un instant avec ce vieux monsieur. Voilà. Et à un moment donné, je ne sais plus si c'est dans le livre, mais je sais que c'est dans la version de Del Toro, il dit « Pendant un bref moment, j'ai fait la paix avec le monde ». Oui, parce qu'on va le dire pour les personnes qui regarderaient le podcast, même si je pense qu'au moment où il sortira, le film sera sorti sur Netflix, tu as eu la chance, tu fais partie des chanceux qui ont déjà vu le film de Del Toro. On ne va pas spoiler pour les gens qui regardent, mais on en reparlera peut-être à la fin. Tu pourras nous donner ton avis. Finalement, moi aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que Frankenstein, Victor Frankenstein, le scientifique, dans un premier temps, va renier sa création,
mais surtout ensuite, il a l'occasion de réparer son erreur, Oui, entre guillemets, sûr. quand elle va le retrouver en lui demandant de lui créer une compagne, Mm. puisqu'il a bien compris finalement, la créature, elle a bien compris finalement qu'elle ne pourrait pas s'intégrer au monde Tout à des fait. humains. Tout à fait. Donc elle va lui demander en réparation Mm. de lui créer cette compagne. Ce que va faire dans un premier temps Frankenstein, mais il va finalement tout détruire à la fin. Et du coup, moi, finalement, c'est ce qui me fait penser que Frankenstein est le vrai monstre. Mais c'est vrai que j'ai lu plein de contre-arguments faisant évidemment état du fait que celui qui fait vraiment des actes atroces reste quand même la créature, celle qui va tuer. Mais c'est vrai que c'est une question difficile enfin, sur laquelle c'est difficile de répondre et qui fait également penser à la phrase, à la pensée philosophique. Est-ce qu'on est mauvais ou est-ce qu'on le devient? Je pense que ce roman permet vraiment de répondre à ces questions-là. Ouais, ce qui est intéressant avec Frankenstein, c'est que, comme on le disait, il va rejeter sa créature, mais il n'aura de cesse de la diaboliser. C'est-à-dire que cette créature demande, effectivement, comme tu l'as dit, réparation, mais Victor va dire non, 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 c'est impossible, je refuse de créer une compagne, je ne veux pas que vous perpétuez votre espèce, vous allez créer d'autres démons. Il y a le mot démon, diable qui revient souvent, alors qu'il est lui-même responsable de la création de cet être qui n'a rien demandé, en fait. On parlait au début du podcast de cette fausse idée, cette idée reçue du fait que Frankenstein désignait la créature. Il y a une autre idée reçue finalement qui court derrière Frankenstein, enfin le personnage de la créature de Frankenstein, c'est le look. Oui. Parce que souvent quand on pense à la créature, on voit cet être très grand, très massif, avec des boulons, alors tantôt sur le crâne, tantôt sur le cou, une peau assez verdâtre, des cheveux. Et finalement, d'où vient cette représentation qui, dans l'imaginaire collectif, est la créature de Frankenstein? En fait, c'est une création du maquilleur Jack Pierce, lorsqu'en 1931, il élabore ce maquillage mythique pour l'acteur Boris Karloff, pour le film Frankenstein de James Whale. Alors, ce design est arrivé à la fin de toute une série de réflexions sur le design de la créature de Frankenstein pour ce film-ci. À un moment donné, dans les designs préliminaires, on pouvait voir qu'à un moment donné, ils envisageaient un robot. C'est assez intéressant. Mais c'est vrai que l'idée, c'était surtout que Universal détient le copyright du monstre de Frankenstein. Pas de la créature, mais le terme le monstre. D'accord. Donc du coup, quand on lit le livre, c'est une espèce d'Adam maudit avec ses cheveux longs, ce côté très émacié, les vaisseaux qui ressortent, les tendons, la bouche un peu décharnée, les yeux vitreux. Et pour le cinéma, il fallait créer une image forte, il fallait créer une image inoubliable. Ce maquillage fonctionne dans un premier temps parce qu'il est totalement adapté à la structure du visage de Boris Karloff. Voilà, visage très fin, sur lequel on va mettre ces fameuses électrodes, parce que c'est par là que le courant est censé circuler. Un front très carré en forme de boîte, parce que le maquilleur se disait, mais en fait, vu que Frankenstein n'est pas encore un médecin, on va dire, aguerri, il ferait sûrement une tête en forme de boîte dans laquelle il encastrerait le cerveau. Et effectivement, on peut voir une cicatrice par-dessus lesquels on recouvre avec les cheveux, en fait, et avec 2-3 clampes comme ça pour finir. Et Boris Karloff, visiblement, je crois, portait un bridge, et en fait, il se l'est enlevé pour encore plus amincir son visage. Et après, de toute façon, en noir et blanc, ça passe magnifiquement. Et ils ont construit aussi des paupières en cire pour rendre son visage mort. Voilà. Ah, d'accord, ok. Tout à fait, ouais. Mais c'est intéressant, et c'est ce qui est fou, je trouve que c'est cette version qui traverse les âges. Et aujourd'hui encore, si on va dans la rue et qu'on demande est-ce que vous pouvez me décrire on va dire Frankenstein, parce que dans la rue, les gens penseront que Frankenstein est la créature. Je pense que c'est cette version-là qu'on aura, alors que finalement, dans le livre, c'est ce que tu disais à l'instant, elle est quand même assez différente, même totalement différente. Et autre point vraiment très différent concernant la créature, c'est que dans les premiers films, du moins, elle ne parle pas. Oh. Voilà. Imitation de Boris Karloff. Très bien. Ça, on va faire un petit clip. Voilà. Un petit mix. Voilà. Mais alors que finalement, dans le livre, on voit qu'elle apprend, elle s'instruit, c'est quelqu'un qui est capable de parler, etc. Donc là aussi, c'est un choix peut-être du réalisateur, ou comment on en est arrivé finalement à ce changement radical, j'ai envie de dire, sur le personnage. C'est étonnant parce qu'effectivement, quand on relit le livre, on est surpris
de la grâce verbale de cette créature, voilà, qui a un vocabulaire illimité, qui a lu un bon nombre de livres, dont Le Paradis perdu de John Milton, qui est un des ouvrages qui a inspiré Mary Shelley. Et c'est vrai que cette créature est capable de faire des longs monologues. Oh, Frankenstein, mon maudit créateur, pourquoi m'as-tu laissé seul avec ces sentiments-là? Donc c'est une créature qui exprime ses émotions. Donc il n'y a pas de barrière de la langue. Et c'est intéressant aussi de voir qu'elle s'est instruite à travers la littérature aussi. Et en entendant la famille du vieillard discuter entre elles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous fait comprendre que la créature, au début, entend des sons qu'elle n'arrive pas à déchiffrer. Donc il y a l'expérience du langage par le son et par le décryptage de ce que les gens disent, en fait. Décryptage qui va se faire justement avec la littérature. D'ailleurs, je me permets, il y avait une autre version de Frankenstein qui était tournée en 1910, qui était le premier film muet, première adaptation, qui est déjà une sorte de dérivé de ce personnage-là, qui est une espèce de clown kabuki avec des cheveux très longs, un peu bossu, voilà, qui serait enfermé dans un miroir, comme si c'était la mauvaise projection de Frankenstein, son double négatif. Il y a eu aussi une autre adaptation théâtrale dans les années 20, et cette adaptation théâtrale va un peu servir de base au film de Universal de 1931. Je pense, il y a eu beaucoup de scénarios, cette version a été beaucoup remaniée avant qu'on en arrive à l'arrivée de James Whale sur le film. Je pense qu'en fait, il voulait créer déjà une image, une icône, et puis aussi, le monstre n'a pas accès à la parole parce que le spectateur devait ressentir les émotions de la créature sans passer par le langage, en fait. Ce côté incommunicabilité va être finalement la raison de toute la tragédie de cette créature, en fait. Cette créature, elle fait que... et voilà, avec ce geste de Boris Karloff, le geste à l'aide, en fait. Et ce manque d'accès à la parole, ça va être la malédiction de la créature sur ce premier film. D'accord. Voilà. C'est vrai, tu parlais d'un premier film, c'est vrai qu'il y en a eu énormément. Je sais même pas si, est-ce que toi tu connais le nombre exact d'adaptations du personnage? C'est inquantifiable. Voilà. C'est peut-être ce qu'on disait avant le début de l'enregistrement. Peut-être que, à part Dracula, c'est peut-être le monstre qui a été le plus adapté, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Et justement, on va s'attarder un petit peu plus sur les versions cinématographiques du personnage. Tu parlais des films de Universal. C'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui, à l'époque, l'Universal Monsterverse. Finalement, qui est un peu l'ancêtre du MCU, où tous ces films... Ils ne le savaient pas à l'époque. Voilà, mais parce qu'ils vont quand même finir par se rencontrer, bien sûr, ces différents monstres. Ce que je voulais aborder par rapport à ça, c'était le fait que c'est un personnage qui a traversé les âges. Et comment, finalement... On va dire que Dracula, il y a toujours ce côté un petit peu sensuel, le côté assez mystérieux du personnage. La momie, ça rapporte également à toute la mythologie égyptienne. La créature du marais, c'est ses profondeurs qui font peur, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on peut s'attacher à un personnage comme Frankenstein? Je parle au cinéma si on n'a pas lu le roman, parce que dans le roman, effectivement, il est doué de parole, donc on voit bien qu'il essaye de s'intégrer aux autres, etc. Mais dans les films, étant donné qu'il ne parle pas, finalement, ça reste une énorme créature qui s'en prend à d'autres personnes. Comment tu peux expliquer qu'il y ait cet attachement avec cette créature, finalement? Il y a eu cet attachement d'emblée parce que déjà, on a un acteur fondamental qui s'est saisi de ce rôle, Boris Karloff, qui, comme je l'ai dit, a inventé finalement ce personnage avec Jack Pierce. Voilà, et Jack Pierce a inventé le maquillage, mais Boris Karloff a inventé la gestuelle, la sensibilité, le trouble de cette créature qui n'arrive pas à s'exprimer. Alors bien sûr, ça a fait peur au public. La première fois, vraiment, c'était très impressionnant parce que c'était un monstre qui était capable, voilà, de pathos, de douceur, mais aussi de beaucoup de brutalité. Frankenstein, c'est aussi un film qui a généré des images très fortes avec la scène du laboratoire, la scène de la création, avec Colin Clive qui hurle c'est vivant, c'est vivant, it's alive, au nom de Dieu, maintenant je sais ce que ça fait d'être un dieu, flamme, phrase blasphématoire par excellence. Mais surtout, on comprend le monstre. C'est qu'à un moment donné, il y a cette scène où il joue avec une petite fille au bord d'un lac, où ils s'échangent des fleurs, ils jettent des fleurs dans l'eau tous les deux, et la créature, pensant que la petite fille flotte aussi, il la jette dans l'eau et il provoque sa mort par accident. Et en fait, le monstre tragique vient de naître sous nos yeux.
c'est presque bizarre parce on craint plus pour la vie du monstre que pour la vie de la petite fille, en fait, même si c'est horrible. Mais du coup, on peut s'identifier à lui. On peut s'identifier à cette sensibilité, on peut s'identifier à cette tragédie, on peut s'identifier au fait que c'est une créature solitaire, finalement, la créature incomprise, l'autre. Et puis surtout, on peut l'imiter. On peut imiter sa démarche, le maquillage devient iconique. Donc du coup, Boris Karloff vient de créer un monstre qui entre dans la légende. C'est un film quand même qui reste assez spectaculaire, avec des scènes de meurtre assez fortes pour l'époque, cette scène de laboratoire, de création, et puis on a une scène finale dans un moulin qui prend feu. C'est des images fortes, des images beaucoup plus fortes que le film Dracula avec Bela Lugosi qui était sorti quelques mois plus tôt. Mais finalement, montrer un vampire qui suce le sang en 1931, c'est pas possible. Quand vous revoyez le film de Browning, on coupe toujours avant. C'est un film qui est très bavard, c'est un film qui est dans « Oh, regardez, là-bas, je vois cette chauve-souris qui s'en va ». C'est presque du théâtre filmé. Or là, avec Frankenstein, on a du visuel pur. On a un monstre, on a une présence incarnée face à l'écran, et puis on a un réalisateur, James Whale, qui paradoxalement vient du théâtre, mais c'était un des réalisateurs les plus visuels des studios Universal. Et là où il va être fort, James Whale, c'est qu'il va faire une suite qui s'appelle La fiancée de Frankenstein, dans lequel cette fois la créature apprend à parler, donc du coup elle apprend à communiquer avec nous, chose que Boris Karloff ne voulait pas. Il estimait que toute la sensibilité de la créature, tout son pathos venait du fait qu'elle ne parlait pas. Or, ça a marché auprès du public. Et là, finalement, on réadapte certains éléments du roman de Mary Shelley, notamment la rencontre avec le vieil aveugle, notamment cette volonté de la créature, du monstre, d'avoir une compagne. Ça revient dans le film, sauf que là, ils y arrivent. Ils créent effectivement la fiancée de Frankenstein, qu'on voit que quelques instants, mais qui demeure un monstre assez incroyable. Œuvre méta aussi, puisque l'actrice qui joue la fiancée du monstre, en fait, joue aussi Mary Shelley au début du film dans un prologue. Ah, c'est une anecdote que j'avais pas. Voilà, Okay. Donc il y a un côté un peu métatextuel, la créatrice qui s'incarne dans son œuvre ou dans une adaptation de son œuvre. C'est très intéressant. Et puis surtout, James Whale va mettre beaucoup d'humour dans son film. C'est un film avec beaucoup de parenthèses comiques. C'est presque pas une parodie, mais c'est presque une version déjà un peu comique de l'histoire, mais qui va mettre le focus sur l'émotion. Donc du coup, finalement, Karloff a joué les deux faces du personnage, la version brutale et la version émotionnelle. Donc, à tel point que La fiancée de Frankenstein est considérée toujours aujourd'hui comme l'une des plus grandes suites de l'histoire du cinéma, aux côtés de L'Empire contre-attaque, Spider-Man 2, ce type de film Le Parrain 2, tu vois. Voilà. C'est considéré comme le joyau de la couronne des Universal Monsters. Et surtout, le monstre porte la saga. Ça ne va pas être le scientifique, c'est le monstre qui va porter la saga. Boris Karloff va revenir dans un troisième film, Le fils de Frankenstein, là où il repère la parole de nouveau. Et puis ensuite, il y a d'autres acteurs qui donc il n'avait pas la parole, il a la parole, puis il repère la parole. Voilà. Okay. Et c'est expliqué dans... Oui, c'est expliqué dans Le fils de Frankenstein. Oui. Et en fait, ensuite, après le troisième film, il y a d'autres acteurs qui vont reprendre le rôle. On a Lon Chaney Jr., Bela Lugosi, qui joue Dracula, qui va reprendre le rôle, et Glenn Strange. Alors, c'est très marrant parce que par le passé, quand on imite le monstre de Frankenstein d'Universal, on l'imite en tendant les bras. Et ça, c'est quelque chose que Bela Lugosi a inventé et pas Boris Karloff. D'accord, en fait. Voilà. D'ailleurs, la légende dit que Bela Lugosi c'est vrai que Bela Lugosi avait refusé le rôle du monstre de Frankenstein en 1931 parce qu'il estimait que c'était pas un rôle à sa hauteur. Mais bon, de toute façon, le rôle tel qu'il était écrit à l'époque, c'était pas la version qu'on avait proposée à Boris Karloff. Voilà. Et puis les années passant, peut-être qu'il avait besoin d'argent. Exactement. Les années 40, c'est compliqué pour Bela Lugosi. Mais voilà, c'est une franchise qui est portée par ce monstre et c'est la première vraie franchise de l'histoire du cinéma fantastique américain. C'est marrant de se dire que c'est presque le Star Wars de son époque. Et Universal, c'est un studio qui a beaucoup fonctionné par cycle, puisque 70 ans plus tard, ils feront une autre saga légendaire qui commence par F, à savoir Fast and Furious. Voilà. Haute délire. Voilà. Et si je veux être plus sérieux, on va dire Jurassic World. Oui, voilà, bien sûr. Jurassic Park, Jurassic World. Mais effectivement, oui, c'est vrai que on aurait pu penser, peut-être qu'à l'époque, d'ailleurs même aujourd'hui, parfois, on tourne au ridicule ces monstres, ces tueurs, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment pris premier degré. On fait une adaptation qui n'est pas forcément fidèle au roman, mais dont l'essence est là.
Et ça marche, et ça plaît au public. Bien sûr. Et comme tu dis, ça lance toute une série de films derrière. Euh, Est-ce que à l'époque, c'est un énorme succès, a priori, ce Ah oui, film-là? oui. Comment on explique peut-être que avec le temps, ça va peut-être un peu moins marcher? Est-ce que c'est l'émergence d'autres studios qui vont réussir à faire mieux que ce que faisait Universal? Je pense peut-être à la Hammer notamment. Oui, oui. En fait, bon, ça marche parce que c'est nouveau la première fois. La fiancée de Frankenstein marche tout autant, voire légèrement moins, parce que l'effet de surprise n'est plus là. Il faut dire que le premier Frankenstein arrive au pic de la Grande Dépression. D'accord. Donc les gens ont besoin de s'évader, quitte à frissonner, et c'est vrai que Frankenstein va être le film parfait pour ça. Surtout que les distributions des films à l'époque étaient échelonnées de ville en ville. C'est les films voyagés, en fait. Ça D'accord, ok. commençait Oui, généralement ça ne par sortait New pas York. de manière Voilà. nationale. Ok. Voilà, donc c'est un succès qui s'est fait un peu sur plusieurs mois, mais qui a été vraiment le film qui a sauvé Universal. C'est-à-dire que l'année 1931, c'est la seule année où Universal a pu engranger des bénéfices grâce à Dracula et à Frankenstein. James Whale a compris aussi les limites peut-être de l'histoire. C'est pour ça qu'il a abordé le récit de manière un peu plus décontractée, enfin en tout cas comico-émotionnelle sur le deuxième, avec un fort focus sur le merveilleux, parce qu'il voulait aussi explorer autre chose. C'était un anglais aussi, hein, donc il y avait vraiment cet humour très british, Ok. qui était très canalisé sur le premier film, mais qui est très présent sur La fiancée de Frankenstein. Puis le troisième film, on revient sur quelque chose d'un petit peu mélodramatique, voilà, le poids de la famille, le poids d'héritage de Frankenstein. Et puis dans les années 40, effectivement, le mythe commence un petit peu à faiblir parce qu'on est en pleine guerre. Mm. Donc du coup, on continue de produire des films de monstres, cette fois avec des budgets beaucoup plus réduits. C'est toujours très qualitatif, mais on sent que l'histoire perd en ampleur. Et puis avec ce qui se passe pendant la guerre, les monstres, malheureusement, ils perdent un petit peu de leur aura, de leur superbe, parce que ce qui se passe en Europe est beaucoup plus horrible que ce qui se passe à l'écran. Donc du coup, on va amener une dimension, j'ai pas envie de dire comic books, mais pas loin à ces personnages-là, puisque on va entrer dans une logique de crossover Oui. avec Frankenstein rencontre le loup-garou, puis ensuite ils vont tous se croiser sur la maison de Dracula et la maison de Frankenstein, pardon, et la maison de Dracula, pour finir en comique de répertoire dans Denigo contre Frankenstein, où il rencontre les fameux duettistes Abbott et Costello. D'accord. Et par contre, en parallèle, on a des personnes comme Val Newton, producteur chez la RKO, qui lui va produire toute une série de films fantastiques basés sur l'émotion, la finesse, la psychologie, le hors-champ, ce que l'on ne voit pas, les ombres, comme la féline de Jack Turner, tu vois. Donc ça va être du fantastique sensible et psychologique, qui va être une sorte d'alternative à ce que faisait Universal. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, il faudra attendre la fin des années 50 avec ce studio anglais, la Hammer, pour ressusciter le mythe avec de la couleur. Beaucoup de vert, là, comme ce décor. Beaucoup de vert, beaucoup de rouge. Ouais, on est dans le thème. Voilà, du sang et un début de pointe d'érotisme, en fait. Oui. Voilà. Tout ça parce que les années 50, c'était essentiellement une décennie dominée par la science-fiction. Là, c'est la guerre froide, donc méfiez-vous des communistes, méfiez-vous des rouges, méfiez-vous des martiens, les martiens qui vont nous envahir. Donc voilà, c'est la période des grands chefs-d'œuvre de la science-fiction, le choc des mondes, la guerre des mondes, Planète interdite, l'homme qui rétrécit, tous ces films-là. Et la Hammer va ressusciter pleinement les grands mythes du fantastique, les grands mythes anglais du genre, en ramenant ces récits-là à la maison. Et donc ça va commencer effectivement en 1957 avec Frankenstein s'est échappé, qui va être un film révolutionnaire, parce que cette fois, on va adopter le point de vue du créateur, Oui. donc du baron Frankenstein, qui est incarné par Peter Cushing, qui va faire de cette créature une espèce de quête, la quête de l'obsession, et qui va aboutir à cet être difforme et sans âme, incarné par Christopher Lee. On parlait à l'instant des films, mais est-ce qu'on sait, alors pas les films parce qu'elle n'était plus là, mais est-ce qu'on sait comment Mary Shelley a accueilli, on parlait tout à l'heure de la pièce de théâtre, oui. est-ce qu'on sait comment elle a accueilli ces adaptations? Finalement, quand on est un auteur, soit on adore comment sont adaptées nos œuvres, soit on va détester et renier complètement. Est-ce qu'on sait, ou alors on ne sait pas vraiment comment elle a accueilli ses premières adaptations? Je pense que l'accueil, on va dire, assez enthousiaste de la première pièce, Présomption, le destin de Frankenstein, je pense qu'elle a convaincu
que c'est une histoire qui avait une portée déjà assez forte, assez puissante. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a révisé le roman pour une nouvelle publication 1831. Voilà. Il faut savoir aussi qu'elle a écrit l'ancêtre de l'ouvrage post-apocalyptique, hein, avec le dernier des hommes, le dernier Rome, pardon, qui raconte l'histoire d'un virus qui se propage et qui annihile tout sur son passage. Mais c'est ça qui est fou, je trouve, ou alors c'est moi qui suis complètement passé à côté, mais tu disais premier ouvrage de science-fiction, premier ouvrage d'anticipation post-apo, et j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, quand on dit Mary Shelley, on la connaît pas plus que ça. Non. Pourquoi son nom est pas passé à la postérité comme d'autres auteurs finalement? Peut-être que ça s'est fait aussi avec le temps qu'on fasse les recherches, le temps qu'on débroussaille aussi le terrain. J'en veux pour preuve, quand on voit le premier Frankenstein de 1931, on ne crédite pas Mary Wollstonecraft Shelley, on crédite Madame Percy Shelley. Ah oui, d'accord. Okay. Et ça change du tout au tout quand on aborde le deuxième film, La fiancée de Frankenstein. On crédite effectivement Mary Wollstonecraft Shelley. Je pense qu'il y a peut-être qu'il y avait encore un petit peu de difficulté à admettre qu'une femme pouvait accoucher d'une œuvre aussi importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que le Frankenstein de 1931 est sorti 100 ans après sa version définitive du roman. D'accord, mais est-ce que peut-être qu'aujourd'hui, finalement, avec le temps, son nom revient un petit peu plus dans l'histoire et on reconnaît son importance en littérature? Bien sûr, notamment beaucoup par des écrits féministes aussi qui l'ont remis, on va dire, au centre du jeu d'échecs, j'ai envie de dire, mais aussi vu la pérennité de son œuvre, finalement, qui s'est faite beaucoup au XXe siècle et début du XXIe, on s'intéresse de plus en plus à sa vie, à son entourage, et de montrer, enfin tout ramène à Frankenstein, mais c'est de montrer aussi l'interconnexion qu'il y a entre sa vie et cette histoire-là. On parlait des thèmes qui sont abordés tout à l'heure dans le roman, et je voulais en reparler un petit peu là, vu qu'on approche de la fin, notamment tout ce qui va être encore très présent aujourd'hui. Je pense notamment à l'intelligence artificielle, qui finalement match très très bien avec ce que décrivait Mary Shelley dans son roman, avec ce personnage de Victor Frankenstein qui veut défier Dieu, entre guillemets, en essayant d'aller toujours plus loin avec la nature, défier les lois de la nature. Finalement, l'IA, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec l'IA. Oui, complètement. Il y a cette idée, encore une fois, de créer quelque chose de synthétique, d'artificiel, avec lequel on va interagir, mais qui va finalement nous dépasser. Après, dans la littérature de science-fiction, on a ça depuis déjà près de 60 ans, en fait, si ce n'est plus. Enfin, je veux dire, même quand on voit même plus, quand on voit le Metropolis de Fritz Lang, qui date de 1926, donc qui était fait avant le film de James Whale, clairement le robot Maria, donc ce robot qui devient intelligent, mais qui devient, ce robot féminin en plus, mais qui devient, on va dire, pervers, on est déjà dans une extension du mythe. Mais c'est vrai que, par exemple, on a des films comme Terminator, clairement, c'est une intelligence artificielle globalisée qui prend le contrôle de nos vies et qui génère des créatures synthétiques, les Terminators, quand même des endosquelettes de métal avec par-dessus de la peau humaine. On y revient, que ce soit les réplicants de Blade Runner, on en a encore, ou même Ridley Scott n'a de cesse de travailler ce thème-là dans ses préquels d'Alien, que ce soit Prometheus ou Denis Villeneuve dans Blade Runner 2049. On y revient tout le temps. Et puis même, il y a des versions modernisées de l'histoire qui justement abordent ces sujets-là. Il y avait une version d'ailleurs de 2015 de Bernard Rose, le réalisateur de Candyman, où il aborde le sujet des cellules souches. Voilà. Et ça, c'était pas mal. Donc là, la créature était créée justement à base de clonage / cellules souches, et c'était vraiment une approche très moderne et en même temps complètement en phase avec le mythe originel. Donc en fait, tout ça, on y a le droit grâce à Mary Shelley, entre guillemets. Absolument. Je voulais parler un petit peu aussi de ton amour pour les... Je sais que tu aimes beaucoup les kaiju, tu aimes beaucoup aussi les monstres. Tu as travaillé aussi récemment sur la réédition d'un film, si je dis pas de bêtises, Monster Squad. Tu as travaillé dessus. Qu'est-ce que tu as fait exactement, toi dessus? Alors, Monster Squad, donc, je rappelle, ça a été un film des années 80, voilà, qui est un film
post-Goonies dans lequel on a un groupe d'enfants qui vivent dans une petite ville des États-Unis qui vont se mesurer à tous les monstres classiques, Dracula, la momie, l'homme amphibien, le loup-garou et le monstre de Frankenstein, qui est leur ami dans cette version-là, qui est joué par Tom Noonan. Et donc ce film, qui est sorti en 87 et un petit peu après chez nous, sort pour la première fois en Blu-ray chez Extra Lucid Film. Et sur cette sortie, j'ai eu le plaisir de concocter un livret qui s'appelle L'Union fait la frousse, dans lequel je reviens sur toute l'histoire des crossovers donc de monstres dans l'histoire du cinéma, mais voilà, les monstres qu'on connaît, le monstre de Frankenstein, Dracula, etc. Et j'ai aussi donc produit un documentaire avec tous les maquilleurs qui ont travaillé sur Monster Squad, où ils évoquent à tour de rôle la création des maquillages, des effets prosthétiques sur le film. Voilà. D'accord, et ça c'est quelque chose qu'on pourra retrouver prochainement à la vente. Ça sort là bientôt, ça va sortir chez le site de l'éditeur Extra Lucid Film et bientôt dans les points de vente agréés. Voilà. Pour rester encore un petit peu sur Frankenstein, est-ce que tu penses que d'un point de vue cinématographique, c'est même pas est-ce que tu penses, c'est surtout une question personnelle, toi qui as vu du coup, alors je sais pas si tu as vu toutes les adaptations, mais qui as vu un grand nombre d'adaptations du personnage, dont la dernière en date de Guillermo del Toro, est-ce que tu peux nous donner... Alors, peut-être que tu as une qui tient le numéro 1 de ton podium, ou est-ce que peut-être un top 3, tu peux nous donner un top 3. Si par exemple tu devais conseiller... Allez, on va plutôt faire ça. Ouais. Si tu devais conseiller 3 films Frankenstein, et ensuite, toi tu nous donnes ton adaptation préférée du personnage. Waouh. Pour vous en dire 3, je vous conseille donc la version de 1931 de James Whale. Boris Karloff. Voilà, Boris Karloff, à laquelle je collerai sa suite, La fiancée de Frankenstein. Okay. Ça compte pas. Tu triches un peu. Je triche un peu. Frankenstein s'est échappé de 1957, qui est le début du cycle Hammer et qui est vraiment aussi une œuvre fondamentale, très différente. Justement, ils l'ont fait différemment parce qu'Universal a dit attention, il ne faut pas que vous copiez notre film, sinon on va vous coller à un procès. Et en 3e, alors là, ça va être un petit peu... Frankenstein Junior de Mel Brooks. Okay, ah oui, voilà, qui est une version comique de l'histoire, mais qui cible pile les thèmes du roman. D'accord, voilà. Ok. Voilà. Et alors, ta préférée de toutes ? Est-ce que tu nous as donné ta préférée là, dans les 3 ? Je dirais que ma préférée, ça reste quand même celle de James Whale, parce qu'elle coule de source. Mais quand même, si je devais en choisir 2 en bonus, j'adore la version de Kenneth Branagh de 1994. Kenneth Branagh, très cher à mon cœur parce que je suis... Alors moi, j'aime beaucoup les comics. Voilà. Je suis un très grand fan du personnage de Thor. Ah bah oui. Et j'ai vraiment adoré son interprétation dans le film parce que je trouve que c'est le seul qui a compris le côté très shakespearien du personnage. Complètement. Et donc voilà, c'est un de mes réals préférés par rapport à ça. Mais du coup, je te laisse continuer. Et sur Frankenstein, c'est un film qui a une énergie débordante, c'est un film qui a du mal à se canaliser, mais qui appartient à son réalisateur. Et Patrick Doyle, qui a fait la musique extraordinaire de Thor, vraiment, ça c'est vraiment une des grandes qualités du film, a fait un score sur ce Frankenstein. Ah, il bossait déjà avec lui. D'accord. Tu vas reconnaître quand tu vas écouter la musique, tu vas halluciner, et la musique est extraordinaire. D'accord. Et De Niro est très sensible dans le film. Il y a cette version-là, il y a la version Kaiju, justement, de 1965, Frankenstein conquiert le monde, Frankenstein contre Baragon, autre titre, dans lequel c'est un Frankenstein post-Hiroshima, voilà, qui devient gigantesque, comme quoi on peut réinventer encore une fois le mythe à l'aune de problématiques actuelles. Et une version qui a inspiré Del Toro, c'est Frankenstein, la véritable histoire, qui est un téléfilm en 2 parties, justement, qui part du principe que Frankenstein a créé un être artificiel beau, vraiment un bel Adam, un beau jeune homme, mais qui va régresser au fur et à mesure de l'histoire. Régresser physiquement ? Physiquement et psychologiquement, voilà. Un peu, non, c'est pas la même histoire, mais un peu comme on peut voir dans le portrait de Dorian Gray, où le personnage... Tout à fait. D'ailleurs, il y a quelques réminiscences, je trouve, de Dorian Gray dans cette histoire-là. Et donc, si je comprends bien, le film de Del Toro ne figure pas dans tes adaptations préférées. Ah, c'est trop tôt. Ah oui, il faut attendre un peu. C'est trop tôt. Là, je l'ai vu hier soir au moment où on enregistre ce podcast et je suis encore en train de le process, tu vois. C'est vraiment... Bon, c'est dans mon top de l'année, voilà, soyons clairs. C'est un film magnifique, c'est un film qui lui appartient à lui, mais
qui vient se rajouter en plus à toute une lignée de cinéastes qui ont déjà manipulé le mythe, abordé le mythe avec beaucoup de soin, avec une sensibilité qui ne leur appartient qu'à eux, en fait. Voilà. Pour moi, je dirais, voilà, il y a James Whale, il y a Terence Fisher, il y a Kenneth Branagh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et il y a Del Toro, mais aussi il y a d'autres cinéastes, Bernard Rose, que j'ai abordé tout à l'heure, voilà, avec sa version contemporaine qui est superbe. Il y a même la version complètement trash de Paul Morisset, La chair pour Frankenstein, qui est un film gore absolument immonde, mais qui est culte. Et puis la version de Mel Brooks, Oui. superbe, Frankenstein Junior, film sublime. Pour clôturer ce podcast, il me reste encore deux petites questions. Est-ce que tu penses, on sait qu'il y a eu plusieurs tentatives d'Universal, notamment de relancer Ah cet oui, bien univers sûr. de monstres. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand on sait que par exemple, il y a plein d'univers connectés, on en parlait tout à l'heure de Marvel, on peut parler aussi de DC maintenant avec James Gunn qui a lancé ce nouvel univers connecté, il y a plein d'autres univers connectés. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand on connaît notamment l'attrait pour les gens par rapport à l'horreur, je pense à notamment toutes les séries qui sortent ou tous les films qui sont très souvent des cartons, en plus c'est des petits budgets et ça cartonne énormément. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place aujourd'hui pour un retour au premier plan de tous ces monstres cultes qu'on a connus des décennies bien avant? Universal avait tenté le coup déjà avec Van Helsing, voilà, qui faisait suite au film de la momie de Stephen Sommers. Donc on avait déjà cette idée de crossover, mais dans lequel finalement le monstre de Frankenstein n'avait pas autant de personnalité que ça. Le focus était vraiment sur Van Helsing et Dracula quand on y réfléchit. Ils ont tenté à plusieurs reprises de ressusciter cet univers partagé. On avait eu Dracula Untold qui était une première tentative. Ensuite on avait eu La momie avec Tom Cruise qui était une autre tentative. Là on a des variations beaucoup plus intimes de ces nouvelles, de ces monstres. Tu vois, je pense à Lee Whannell qui a fait Invisible Man, qui était très réussi, Wolfman, ensuite sur lequel j'ai un petit peu plus de réserve. Disons que si Universal veut relancer Frankenstein au sein de sa maison, il faudra convoquer toutes les spécificités qui ont fait le monstre de Frankenstein de Universal, à retrouver cette image, ce maquillage karloffien qu'on connaît, mais essayer de grandement moderniser le mythe. Ça peut être compliqué maintenant que la version de Del Toro est sortie, parce que je pense que si tu veux ressusciter Frankenstein, faut un grand réalisateur. Ouais. Je dirais même une réalisatrice. Il est temps. C'est vrai. Et ça arrive avec la version de Maggie Gyllenhaal, The Bride, on avait eu Lisa Frankenstein aussi, mais je pense qu'avec une sensibilité féminine, on en parle d'une histoire qui était inventée par une femme quand même. Il serait temps d'avoir cette version-là. Mais c'est vrai, comment t'expliques que justement il n'y ait jamais de femme qui se soit frottée au mythe de Frankenstein? Je pense qu'il y a eu une assimilation très masculine du mythe parce qu'on a retenu surtout le côté très sensationnel de l'histoire, les cris, les meurtres, le feu, le laboratoire démesuré, choses qui ne sont pas dans le bouquin en fait. Ouais. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de réponse là-dessus. C'est intéressant, le débat est ouvert. Mais Universal la retente aussi de relancer ces monstres par le biais de comics. Là. Oui. La Urban, en ce moment, Urban Comics en France, ils éditent plusieurs comics Universal Monsters qui sont ils avaient aux sorti États-Unis. Dracula, là, il y a Frankenstein qui est sorti récemment. Et qui est le meilleur des trois pour l'instant. D'accord, parce que je crois qu'il y a la momie qui sort actuellement aux États-Unis, mais je crois que c'est pas encore sorti en France. L'homme invisible. L'homme invisible aussi. Ouais, l'homme invisible. Ils ont fait La créature du lac noir, mais Frankenstein est superbe parce que c'est une réinterprétation du film de James Whale, mais qui se pose de nouvelles questions, c'est-à-dire d'où viennent les parties qui composent le monstre. Notamment, on a le récit d'un petit garçon qui voit le monstre et qui reconnaît les mains de son père. Et ça donne des histoires vraiment touchantes. Donc en fait, c'est des œuvres qui communiquent avec les films d'origine, mais qui proposent de nouvelles portes d'entrée. Et moi, je trouve ça très très original et très réussi. Dernière question. Toi, si tu devais retenir un seul aspect de tout ce mythe de Frankenstein, qu'est-ce qui te parle le plus? Par exemple, moi, si je devais choisir, je pense que c'est ce côté... Alors, je suis papa depuis pas très longtemps. Et ce qui me parle le plus, c'est vraiment cette relation père-fils qui n'en est pas une, finalement, puisqu'il va l'abandonner. Et le fait aussi, quand on connaît l'histoire derrière, de se dire que finalement, tout ça, c'est inspiré de la vie aussi de Mary Shelley, qui a une vie horrible. On parlait tout à l'heure de tous ses enfants, plusieurs de ses enfants qui ont disparu. Donc moi, je pense que c'est cet aspect-là qui me parle le plus, ce côté vraiment
le fils rejeté qui, malgré tout, essaye de s'insérer, mais qui n'y arrive finalement jamais. Je pense que c'est moi l'aspect qui me parle le plus dans toute cette histoire de Frankenstein. Toi, s'il y avait un aspect qui te parlait plus qu'un autre, ce serait lequel? C'est un aspect qui découle de ce que tu viens d'évoquer. C'est la créature seule face au monde, qui va découvrir le monde des humains, qui va être quand même assez négatif globalement, mais c'est surtout sa relation à la nature, cette espèce de découverte de l'immensité. Voilà, le monde illimité, à perte de vue. C'est ça, moi, qui m'a vraiment marqué dans les relectures, en fait, du livre. Chose qui est toujours très peu abordée au cinéma, curieusement. Oui. Sauf peut-être, effectivement, dans la version de Del Toro, sans spoiler. Mais le côté voilà, du monstre qui a toute une vie à faire, tout un monde à explorer, c'est quelque chose qui, moi, me marque et qui me procure beaucoup de plaisir teinté de mélancolie quand je lis le livre, en fait. Ouais. Est-ce que tu as versé une petite larme quand même pour le film ou t'es resté fort sur le film de Del Toro. Non, c'est un film qui est très touchant. C'est un film qui quand même nous met voilà, les trémolos étaient là, et je dirais que c'est un film bienveillant. D'accord. Très très bienveillant. À l'image, je pense, de son réalisateur, mais voilà, je suis sorti de là en disant il a fait une version avec le cœur au bon endroit. Ok, voilà. Bah écoute, on finira comme ça. Comme celle de la créature. C'est vrai. On va finir comme ça. Merci beaucoup Fabien d'être venu. Bah, merci à toi surtout Bilal. C'était top. Tu es un peu le parrain finalement de ce podcast puisque tu es le premier invité. Voilà. Donc j'espère qu'il y en aura plein d'autres sur plein d'autres sujets. Merci à toi. Merci à toi. Il est l'heure aussi de vous dire merci à vous qui allez regarder ou écouter ce podcast qui est disponible à la fois en vidéo sur YouTube et sur les autres plateformes en audio, si vous préférez seulement l'écouter. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé à la préparation de ce podcast, également à la personne ici dans le studio qui gère le côté technique. N'hésitez pas du coup à liker, à soutenir en commentant, en vous abonnant aussi. Ça aidera forcément le podcast à se faire connaître. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast avec un nouvel invité, mais toujours avec la passion au cœur de la discussion. Ciao.